L'investissement responsable en France représente la somme de 580 milliards d'euros, un chiffre impressionnant et surtout en forte progression. Pour en parler, deux représentants de Novetic, sa directrice générale Anne-Catherine Husson-Traoré, bonjour. Bonjour. Bienvenue. À vos côtés, Dominique Blanc, directeur de la recherche chez Novetic. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors Anne-Catherine, on va rappeler peut-être la base. Qu'est-ce que l'investissement responsable? Alors l'investissement responsable, ça consiste à intégrer dans la gestion financière des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, c'est-à-dire ESG. Ça consiste à dire qu'effectivement, on ne regarde pas une entreprise, par exemple, ou un État, un émetteur, que sur des critères financiers. On essaie de comprendre comment il gère le changement climatique, est-ce qu'il anticipe, comment il gère son approvisionnement en ressources naturelles, quelle est sa politique de l'emploi, quelle est sa politique fournisseur, tous ces sujets-là. On sort de la logique court-termiste des marchés pour rajouter un peu plus de long-termisme. On ne l'écarte pas complètement, le court terme, mais on essaye d'avoir une vision plus longue. Oui, l'investissement responsable, c'est le stress test des business models. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, ils vont résister et continuer à produire des résultats financiers à un horizon de 5, 10, 15 ou 20 ans, compte tenu des problématiques environnementales et sociales qu'ils rencontrent. Dominique, je le disais, des chiffres qui progressent fortement. Vous nous avez apporté deux graphiques. Alors, on va voir la gestion ISR. Tout d'abord, je vous laisse commenter ce chiffre, plus 31%. Alors effectivement, un marché des fonds ISR qui croît de 31% et qui atteint aujourd'hui 223 milliards d'euros, ce qui est une croissance soutenue dans le temps depuis plusieurs années, mais qui redouble encore cette année. Et ces fonds ISR, quels sont-ils? Ce sont les fonds pour lesquels la prise en compte de cette analyse environnementale, sociale et de gouvernance, elle se fait de façon systématique. C'est-à-dire que pour chaque décision d'investissement et la constitution de toutes les lignes d'un portefeuille d'investissement, on va prendre en compte la performance environnementale, sociale des entreprises et de tous les types d'émetteurs qu'on peut avoir dans ces fonds. Et donc ça, c'est 222 milliards d'euros. L'intégration ESG, c'est l'autre pilier dont parlait Anne-Catherine, c'est 356 milliards d'euros. C'est l'autre graphique, plus 22%. C'est aussi un chiffre en forte progression. Et effectivement, c'est un chiffre qui s'est développé plus récemment, depuis 4 ou 5 ans, qui représente aujourd'hui plus de 350 milliards d'euros, 356 exactement. Ici, il s'agit de prendre en compte de façon plus, avec des arbitrages plus au cas par cas, l'analyse ESG lorsqu'on investit, mais dans une perspective plus financière. On le disait à l'instant, on va essayer de tester les business models à l'aune des critères environnementaux, à l'aune des critères sociaux, et selon la pertinence des critères pour une entreprise ou un secteur donné, on va prendre en compte au moment d'investir ces paramètres-là. Anne-Catherine, ça veut dire qu'il y a un appétit plus fort pour ce type d'investissement. Le marché pousse en direction de ces critères. Oui, ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est qu'on voit bien de très gros acteurs, c'est pour ça que les volumes augmentent aussi, qui se disent finalement l'analyse ESG sur ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, elle est pertinente et donc on l'utilise et on l'utilise de plus en plus. Et c'est vrai que l'acteur institutionnel le plus représenté dans ces encours-là, ce sont les assureurs qui représentent 2/3 de ces 580 milliards. Et donc on voit bien que la logique des assureurs, à la fois qui vont devoir gérer les problèmes climatiques très clairement dans leur business model, qui sont dans une perspective de long terme et qui sont aussi des gestionnaires d'assurance vie. Alors ce qui est intéressant dans nos chiffres cette année, c'est le fait qu'on a pu commencer à tracer ce qui vient de l'assurance vie, donc finalement des Français, de l'épargne des Français dans l'investissement responsable. En fait, les Français financent cet investissement socialement responsable, parfois sans le savoir, parce que c'est intermédié dans leur assurance vie. L'un des paradoxes, c'est que finalement, la plupart des particuliers n'ont jamais entendu parler d'ISR et seraient sûrement intéressés si on leur présentait la chose. Par contre, ils investissent massivement en assurance vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, c'est à l'insu de leur plein gré que l'épargne qu'ils ont placée dans de l'assurance vie intègre ces critères-là. Et ce serait intéressant dans les prochaines années de voir apparaître justement plus de fléchage et de transparence et d'explication au client final sur la démarche choisie par les assureurs. Ça devrait quand même être aussi un outil ou un argument marketing peut-être pour ces grands assureurs. Dominique, vous savez la proportion dans l'assurance vie qui est ISR? Alors pour la première fois, on est à peu près, on est en mesure de déterminer que à peu près 1 euro sur 10 en assurance vie est investi en ISR. Mais c'est effectivement quelque chose qui n'est pas évident, même pour nous qui mesurons ces tendances depuis plus de 10 ans. Pourquoi? Parce que ces assureurs ne communiquent très peu sur ces chiffres et communiquent très peu plus largement sur leur démarche d'investissement responsable, alors que, grosso modo, ils représentent aujourd'hui 2/3 de l'ensemble des volumes. Là, on parle des Français qui font de l'investissement socialement responsable sans le savoir. Les particuliers qui investissent en connaissance de cause, quelle proportion ils représentent?
Alors, il représente aujourd'hui moins de 20% du marché de l'ISR, 18% exactement, mais c'est un marché qui se développe tout de même, hein, avec 10% de croissance cette année, 20 milliards du côté de la collecte en direct dans des fonds ISR, 20 milliards du côté de l'épargne salariale, qui est un domaine où l'ISR se développe bien depuis plusieurs années. Anne-Catherine, Dominique dit voilà, les assureurs sont encore un peu prudents sur leur communication vis-à-vis de ce type d'investissement. Pourquoi, selon vous, c'est plutôt un thème porteur, non, de préserver les générations futures? Alors théoriquement oui, sauf que comme vous l'avez expliqué, c'est un domaine où faire du marketing, ça peut être un risque. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez très crédible quand vous commencez à parler à vos clients finaux du fait que vous avez implémenté ce genre de démarche. Il faut que vous puissiez en face mettre des produits dont la crédibilité soit forte. Les outils aussi, on a aujourd'hui un marché qui est en pleine expansion, qui part honnêtement un peu dans tous les sens, avec des démarches très hétérogènes, puisque c'est toujours des démarches volontaires, donc chaque acteur choisit de faire comme il veut. Et donc à l'arrivée, pour que le client final puisse s'y retrouver, comprendre, aussi comprendre les choix d'entreprise, par exemple, ou de placement qui ont été faits, ça suppose un énorme travail de pédagogie. Aujourd'hui, à l'échelle des réseaux, c'est pas encore fait de pouvoir mettre l'investissement responsable au cœur du dialogue entre le chargé de clientèle et son client. En revanche, dans la banque privée, c'est en train de se faire et c'est là où est vraiment le gros de la croissance auprès du marché particulier. Et d'ailleurs, on voit que c'est un domaine dans lequel même vous ne cessez de progresser dans la qualité de l'information qui remonte, hein, et de traitement qui doit en être fait. C'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire, finalement. Alors effectivement, pour identifier tous les encours qui peuvent être qualifiés d'ISR d'un côté ou d'intégration ESG de l'autre, c'est pas toujours évident, notamment parce que des acteurs comme les assureurs qui disposent d'actifs extrêmement conséquents, plusieurs dizaines de milliards d'euros parfois, ont des démarches qui sont progressives, bien sûr. Ils testent sur des poches et puis ils convertissent progressivement. Ils ne sortent pas de leur portefeuille la moitié des investissements du jour au lendemain lorsqu'il s'agit de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et donc, ça prend du temps. Ça prend du temps aussi pour être capable d'évaluer in fine le résultat, la valeur ajoutée peut-être environnementale ou sociale qu'on pourrait tirer de ces démarches et qui pourrait faire l'objet d'un marketing. Bon, malgré tout, ce qu'on peut dire, hein, c'est que la dynamique est là, la tendance est forte. 580 milliards au titre de l'exercice 2014, ça devrait progresser. Oui, et puis de toute façon, c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se contenter d'une analyse financière court-termiste, c'est prendre des risques considérables. Et tous les acteurs qui font ça sérieusement montrent que ça leur apporte énormément de choses en termes de gestion, de volatilité moindre, de risque moindre. Donc ça vaut vraiment le coup. Et on voit bien que de plus en plus d'acteurs s'en rendent compte, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Oui, parce qu'il y a toujours deux façons de gagner de l'argent, hein, faire de la performance, mais aussi diminuer son risque. C'est comme ça qu'on crée de la richesse sur le moyen et le long terme. Absolument. Merci beaucoup à tous les deux pour ces explications. À bientôt. Merci.